Bonjour tout le monde. Donc, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le point de lancer la consultation, ou du moins d'effectuer votre participation à la consultation portant sur le chantier de l'éducation. Consultation qui découle des résolutions du dernier congrès de la centrale en juin 2024, où justement la centrale souhaite réfléchir à proposer une vision de l'éducation, vision qui sera renouvelée évidemment, parce que ça a changé, hein, le monde de l'enseignement, mais également tout le continuum de services, c'est-à-dire des services de garde éducatifs en petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur. Ce faisant, ben, comme centrale, on a besoin aussi d'aller valider nos positions à travers cet exercice-là. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire là, avec la consultation que vous pouvez compléter jusqu'au 10 octobre. Cette participation-là est d'une durée approximative de 15 minutes et ô combien importante parce que c'est de votre avis qu'on a besoin pour poursuivre ce travail-là de réflexion. Vous remarquerez aussi que cette consultation-là ne porte pas sur tous les enjeux. Le premier bout de la consultation va traiter de l'organisation des réseaux, dans l'objectif d'aller travailler sur ce qu'on pourrait dire l'égalité des chances et la mixité scolaire et sociale à travers tout le continuum. Ensuite de ça, le rôle des établissements ou le rôle des différents intervenants ou des groupes à travers le réseau, ça sera dans un deuxième temps, dans le cadre d'une seconde consultation, mais ce n'est pas pour l'instant. C'est important aussi de se rappeler qu'actuellement, les différents réseaux, tant au niveau de la petite enfance que le monde scolaire qu'en enseignement supérieur, ne sont pas évidemment égalitaires. L'OCDE nous le mentionne d'ailleurs, le Québec se trouve à être la province qui détient d'ailleurs au niveau du cadre scolaire le réseau le plus inéquitable au Canada. Fait que malgré l'évolution de la société, malgré les multiples ajustements qui ont eu cours dans les dernières années, ces enjeux-là demeurent. Maintenant, il faut savoir, est-ce que les moyens pour rendre ces réseaux-là plus équitables existent? Est-ce que les outils existent réellement? C'est un petit peu ça qu'on veut aller voir, en vous posant des questions qui vont vous nécessiter de vous élever au-delà de votre croyance personnelle, mais surtout de vous élever à titre d'acteur et de valider non pas sur votre passé, votre présent ou vos intérêts futurs, mais pour l'intérêt suprême de la société québécoise, dans le fond, de vous positionner sur l'idéal qu'on aimerait atteindre, parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir. Il faut rêver, il faut penser à quelque chose pour s'élever. Allons-y rapidement avec une brève présentation, parce que si vous voulez la version longue, il y a une vidéo de la centrale où Éric Gingras parle avec différentes personnes là, conseillères à la CSQ qui présentent chacun des secteurs. Sinon, je vous résume ça simplement. Premièrement, au niveau de la petite enfance, donc des services éducatifs à la petite enfance. Il faut comprendre que sur cet enjeu-là de l'égalité, les services de garde ou les milieux éducatifs à la petite enfance doivent nécessairement participer à cette égalité-là. Par contre, l'accès au centre de la petite enfance, je vais le résumer ici, repose beaucoup sur des préoccupations d'ordre personnel ou des réalités propres au milieu ou aux familles. Donc, ce faisant, cette égalité-là, hein, elle est partielle parce que, évidemment, le réseau, il est incomplet. Et ce qu'on souhaite, c'est de faciliter l'accès à ces services éducatifs à la petite enfance. Donc, il faut vérifier quels seraient évidemment les outils pour faciliter l'accès, mais également comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de compléter le réseau. Comment est-ce qu'on peut trouver des éléments favorisant la participation de toutes et de tous à ces réseaux-là, parce qu'on sait très bien que lors de la petite enfance, on est en mesure de déployer les premiers jalons d'une société beaucoup plus égalitaire. Je vous dirais même que la politique familiale du gouvernement du Québec disait l'enfant au cœur de nos choix. Dans la réflexion portant sur justement ce milieu éducatif à la petite enfance, il faut ramener justement cet élément-là, c'est-à-dire l'enfant au cœur de nos choix. Il y a plusieurs types de questions.
qui considèrent justement là, au sujet de l'importance de ce réseau-là, sur l'accessibilité, sur des mesures d'accès pour faciliter justement la plus grande mixité sociale notamment. Il y a des questions sur le rôle des maternelles 4 ans, en lien aussi avec les centres éducatifs à la petite enfance. Bref, et aussi le rôle des organismes communautaires à travers tout ça, comment est-ce qu'on peut là, créer une synergie entre tous les acteurs. Donc ça, c'est le volet là, service éducatif à la petite enfance. Au niveau du réseau scolaire, bien évidemment, là, comme membre du personnel enseignant, là, tant au secteur des jeunes, à l'éducation des adultes ou à la formation professionnelle, on est chapeauté par cette appellation-là, hein, du réseau scolaire. On n'est pas sans savoir que l'école est indissociable des courants, évidemment, politiques, au niveau de sa structure, au niveau de son évolution, mais également en lien avec les intérêts sociaux. Au fil des années, on a vu évidemment se dépeindre de plus en plus de sélections, de plus en plus de voix, que ce soit par le biais des écoles privées, par le biais des programmes particuliers sélectifs. Et ça a fait en sorte que ça a accentué ce qu'on appelle la ségrégation scolaire. Hein. On a mis les élèves qui avaient des moyens financiers d'un côté, des élèves qui avaient des capacités académiques accrues d'un autre, puis dans les classes dites régulières, on avait les élèves dits réguliers. Mais là, il faut être capable de réfléchir. Hein. Comment est-ce que cette école-là peut effectivement favoriser le mieux vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut favoriser l'accessibilité pour réduire les inégalités? Ce faisant, il faut travailler sur ce qui génère de la ségrégation, ce qui génère de la séparation pour arriver à de nouvelles pratiques, de nouvelles façons d'entrevoir le réseau scolaire. Afin de favoriser, comme je l'ai dit, la mixité scolaire, donc des élèves ayant de plus grandes capacités avec des élèves ayant des difficultés académiques dans le même type de regroupement, qui d'ailleurs, dans le cadre de la recherche, hein, on appelle ça l'effet de composition, a un impact positif sur les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou ayant des résultats inférieurs et ne nuit en aucun cas aux élèves ayant des capacités académiques. Ce faisant, évidemment, l'effet de composition des groupes est bénéfique pour les élèves ayant des difficultés. Alors, pourquoi se priver de cet effet positif-là? Il faut aussi être en mesure de réfléchir sur la mixité sociale. Donc, les différents niveaux de revenus. S'assurer que ce n'est pas que l'élite qui perpétue l'élite dans un modèle élitiste au niveau financier, mais rendre accessible toutes les voies possibles à tous les élèves du Québec pour croiser dans les mêmes classes différents milieux, évidemment, économiques. Quelques exemples de questions là en lien avec la sélection des élèves, en lien avec justement la mixité, tant scolaire que sociale. Puis je vous rappelle l'effet de composition, puis prenez le temps de regarder la documentation là, qui est jointe à cet envoi-là. Sur le financement aussi des écoles privées sélectives, sur les projets pédagogiques particuliers. Puis comme j'ai dit tantôt qu'il fallait s'élever, il faut aussi aller sur des principes. Parce que c'est avec des énoncés de principes qu'on est capable, après ça, de déployer différentes actions et différents angles de réflexion pour venir moduler, venir changer, évidemment, le continuum de services afin de favoriser une plus grande mixité scolaire et sociale et, par le fait même, diminuer, voire éliminer la ségrégation scolaire. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'enjeu est différent. L'enjeu est différent parce que pour être admis dans les établissements supérieurs, il faut répondre évidemment à des conditions qui sont associées souvent soit à des entrevues, soit effectivement à de la réussite de certains cours. Sur la mixité, par contre, je veux dire davantage sociale, il y a des barrières qui existent. Par exemple, l'accès à l'aide financière aux études. Donc, toutes les questions d'ordre financier viennent interférer sur l'accès aux études supérieures, bien évidemment.
Il y a également la géographie du Québec, la grandeur du territoire, la capacité ou pas d'accéder à un programme de notre choix, parce que le réseau collégial, il est quand même relativement bien réparti sur l'espace québécois, mais ce ne sont pas tous les programmes qui sont accessibles en région. Donc, l'exil, le fait de quitter sa région ou le fait de quitter une ville pour aller en région peut représenter effectivement des freins à cette mixité sociale-là. On sait aussi que les établissements en enseignement supérieur, surtout en région, sont des pôles économiques, mais également des pôles culturels, des pôles intellectuels. Il y a donc une vivacité, il y a une culture à développer et ça vient interférer aussi avec potentiellement la mixité sociale qu'on peut retrouver à la grandeur des établissements ou à la grandeur de la province du Québec. Donc, il faut être en mesure de réfléchir sur peut-être différentes pistes, différentes trajectoires d'accès à l'enseignement supérieur. Exemple de question, là, tantôt j'ai parlé de l'aide financière aux études. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux liés aux obstacles financiers? Est-ce que c'est possible de réduire, voire d'annuler les frais de scolarité notamment? Bref, il y a des enjeux qui sont nécessaires de questionner. Est-ce que les critères d'admission sont toujours les bons? Hein, souvent, on va parler de la cote R, de la cote Z. Est-ce qu'on doit toujours conserver ce type de critères-là de sélection ou si au contraire, on doit reconsidérer, réévaluer les critères ainsi existants afin de favoriser, comme on l'a dit tantôt, une société où il y a une plus grande mixité? Au final, là, vous avez là un portrait très rapide des enjeux qui sont soulevés dans le cadre de ce premier volet de consultation qui traite sur l'organisation des réseaux, hein, du continuum des services éducatifs à la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur. Au total, 15 minutes bien investies parce qu'à la lumière de cette participation-là, la centrale, par le biais de l'ensemble des participantes et des participants au Conseil général, pourront faire vivre justement ce projet-là afin d'aboutir au bout de l'exercice, donc après l'ensemble des processus d'analyse, des débats, des réponses que vous nous aurez fournies, à produire une plateforme qui, on l'espère, alimentera réellement la réflexion sur les enjeux du monde de l'éducation. Parce que c'est pas vrai qu'on va régler un système en travaillant à la pièce, sans prendre un pas de recul, puis dire, bon, de quoi le Québec a-t-il réellement besoin? Comment devons-nous travailler et quels sont les outils que nous devons utiliser pour atteindre nos objectifs d'une société plus juste, plus égalitaire? On vous invite à participer de manière importante à cette consultation. On vous reviendra là, pour la suite des choses pour une deuxième phase plus tard dans le processus et vous pourrez apprécier à la fin le résultat final qui, on l'espère, amènera les décideurs à se prononcer sur l'enjeu de l'éducation. Sur ce, merci, bonne participation. Il y a des outils en pièce jointe, il y a le vidéo de la centrale si vous voulez avoir davantage de détails. On se lance dans cette consultation.